Cette invitée est prise pour cible par l'administration Trump parce qu'elle apporte de l'aide à Cuba, parce qu'elle essaie de sauver des vies et surtout parce qu'elle dit la vérité au Congrès sur le génocide à Gaza, sur ce que fait la machine de guerre. C'est une poursuite politique, d'une hypocrisie et d'un amateurisme révoltant, menée contre l'une des Américaines les plus courageuses, qui est aussi une brillante analyste. Nous voulons avoir son point de vue sur la situation à Cuba. Medea Benjamin de Code Pink, bienvenue dans The Grey Zone. Salut, ravi d'être ici avec deux de mes gars préférés. Très bien, c'est un honneur. Oui, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes très occupés. Dites-nous, la nouvelle, c'est que vous et Code Pink avez reçu une assignation, en même temps que le podcasteur Hasan Piker, pour avoir violé les sanctions de l'OFAC à Cuba. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe vraiment là-bas? Oui, on l'a entendu sur Fox News. Et je me suis dit, une assignation? Waouh, ça fait vraiment peur. Je regardais par la fenêtre, je sortais, je jetais un œil autour de moi en me demandant, est-ce que quelqu'un va venir me remettre une assignation? Et rien. Rien du tout. Et puis, quelques jours plus tard, Jodie Evans cherchait autre chose dans sa boîte de courrier indésirable. Et là, surprise, elle trouve une lettre du département du Trésor. On se dit que, s'ils étaient vraiment sérieux, ils l'auraient au moins envoyé en recommandé. Mais non, c'était juste un email. Et c'était pas une assignation, c'était une demande d'information. Mais bon, c'est quand même embêtant, parce que ça veut dire qu'on doit prendre des avocats, qu'on doit y passer du temps et de l'énergie. Ils posent des questions dans, je crois, une douzaine de catégories différentes. Tu sais, ils te demandent des choses du genre « Quand est-ce que tu es allé aux toilettes quand tu étais à Cuba? Tout ce que tu as fait, heure par heure, pendant ton séjour. » Et pas seulement toi, apparemment tout le monde. Il y avait 170 personnes. Franchement, c'est absurde. Ils veulent savoir tout ce qu'on a apporté à Cuba, tous les moyens de transport qu'on a utilisés pour y aller, et aussi sur place, enfin, toutes sortes de choses complètement ridicules. C'est clairement une tactique d'intimidation. On le prend au sérieux, bien sûr, mais ça ne nous empêche pas de faire le travail qu'on doit faire. S'opposer à une politique qui est honnêtement inacceptable et criminelle, une politique qui tue littéralement des bébés. On le voit très clairement avec le doublement du taux de mortalité infantile. Medea, l'un des principaux reproches qu'on vous a fait, c'est que vous auriez séjourné dans un hôtel censé être interdit aux Américains. Je crois avoir vu un échange tout à l'heure entre vous et le sénateur Rick Scott, où il a essayé d'en parler avec vous. Vous pouvez nous éclaircir là-dessus. Oui, c'est fou, parce que, tu vois, quand on préparait le voyage, on ne voulait pas forcément suivre toutes ces règles américaines. Il y avait de très jolis hôtels où on voulait séjourner, simples, pas chers. Mais quand tu regardes la liste du gouvernement américain des hôtels interdits, il y en a une quantité énorme. Et au final, il n'y en a que quelques-uns qu'on peut utiliser. Et en fait, quand on s'est rendu compte qu'on risquait de ne pas avoir de transport à cause du manque d'essence, on a dû en choisir un qui soit en plein centre-ville. Et c'est celui-là qu'on a pris. Il faut que ce soit un établissement appartenant à une entreprise étrangère, et dans ce cas précis, c'est une société espagnole. Cela dit, je dois dire que plus récemment, les États-Unis ont vraiment mis la pression sur toutes ces entreprises étrangères qui travaillent à Cuba. Et maintenant, on dirait que même les hôtels espagnols ou d'autres détenus par des étrangers vont devoir se séparer de leurs investissements cubains. Donc nous, on a séjourné dans un hôtel approuvé par les États-Unis et maintenant, on dirait bien que les pauvres Espagnols vont perdre leur argent sur celui-là. À cause des sanctions, ce qu'on dit.
À cause des sanctions secondaires. Et vous savez, Max et Aaron, c'est quand même ironique d'entendre Marco Rubio dire qu'il faut encourager l'entreprise privée à Cuba. Parce qu'en réalité, c'est surtout pendant les années Obama qu'on a vu se développer le plus d'entreprises privées à Cuba, quand certaines de ces sanctions ont commencé à être assouplies. Et puis, il faut le dire, la pression que l'administration Trump exerce aujourd'hui sur Cuba nuit vraiment à toutes ces entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises étrangères qui avaient investi sur l'île. Par exemple, il y a une société canadienne, Sherritt International, une entreprise minière privée, qui exploitait le nickel et le cobalt à Cuba depuis 32 ans. Eh bien, à cause du renforcement des sanctions annoncées il y a environ une semaine, ils ont déclaré qu'ils allaient devoir partir. Alors voilà, pour ce qui est de promouvoir l'entreprise étrangère à Cuba, on repassera. Oui, enfin, Cuba est ouverte depuis 1989. C'est juste que ce n'est pas dans le sens que les États-Unis voudraient. Et en réalité, ce sont les États-Unis qui cherchent à la refermer. Et je pense que depuis qu'on a commencé cette discussion, on voit bien que la stratégie américaine, c'est de n'autoriser une ouverture que dans le secteur privé. Ça commence avec ces petites et moyennes entreprises. Et maintenant, Marco Rubio essaie de faire passer une soi-disant aide qui ne pourrait être distribuée que par des ONG confessionnelles et injectée dans le secteur privé. Ce n'est pas un peu ça, la stratégie au fond. Submerger Cuba par la privatisation. Oui, mais même dans ce cas, cette stratégie nuit au secteur privé. C'est vraiment impossible. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise et que votre enfant tombe malade, vous devez aller à l'hôpital, mais ce sont des hôpitaux publics et ils n'ont pas de médicaments. Donc, on ne peut pas promouvoir le secteur privé tout en vidant Cuba de son électricité, de son carburant, de son eau pompée, parce que l'eau n'arrive plus, les ascenseurs ne fonctionnent pas. Vous voyez? Rien ne marche dans ce genre de siège médiéval et ça touche aussi les entreprises privées. Medea, tu vas à Cuba depuis très longtemps. Comment ce que tu as vu récemment se compare-t-il à ce que tu connaissais de Cuba auparavant? Je n'ai jamais rien vu de tel. On est allé à Cuba plusieurs fois ces 2 dernières années et à chaque voyage, la situation empire. Les gens sont de plus en plus misérables. Ils ne savent vraiment pas où tout ça mène et on sent un profond désespoir, une perte totale d'espoir. Et c'est exactement ce que cette politique cherche à provoquer. Mon cœur va au peuple cubain, surtout quand l'été arrive et qu'il fait une chaleur insupportable. Oubliez la climatisation. Et ils n'ont même plus de ventilateur. J'ai des amis qui me disent que leurs enfants ont du mal à dormir la nuit. Et encore une fois, c'est voulu. C'est pour que les Cubains sortent dans la rue, qu'ils transpirent, qu'ils aient chaud, qu'ils ne dorment pas et qu'ils finissent par être en colère. Et ils disent que ça doit s'arrêter. Et la seule issue qu'ils voient, c'est une sorte d'invasion américaine, une prise de contrôle. Pas que ce soit ce que veulent la plupart des gens à qui je parle. Eux, ils veulent juste un peu d'allègement. Ils veulent que la pression retombe. Ils veulent qu'on laisse Cuba tranquille. Et ce blocus naval, vous savez, il y a eu un pétrolier russe, le seul à avoir atteint Cuba ces derniers mois. Mais son contenu a été épuisé en 2 semaines. Un autre pétrolier était en route et il a soudainement fait demi-tour. Donc même cet espoir pour Cuba s'est envolé. Il y a d'autres pays qui aident. Les Chinois, par exemple, envoient du riz. Ils aident aussi avec les panneaux solaires. Il y a des cargaisons qui arrivent du Mexique, de l'Espagne, et tous nos groupes de solidarité continuent d'envoyer du matériel. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ce dont Cuba a besoin, c'est de pouvoir importer du pétrole. Ils doivent faire partie du système financier international pour pouvoir commercer comme tout le monde. Il faut lever les sanctions. Et malheureusement, ces sanctions sont inscrites dans la loi.
Ça s'est produit après l'abattage de l'avion de Brothers to the Rescue, pour lequel Raúl Castro vient d'être inculpé. Après cet événement, le Congrès est intervenu et a inscrit les sanctions dans la législation. Donc ce sera un long combat pour les faire lever. Mais c'est bien ce dont les Cubains ont besoin aujourd'hui. À ton avis, à quel point la menace d'une invasion est-elle sérieuse? Politico vient de publier un article intitulé « Le Pentagone américain met en place les bases d'une invasion de Cuba ». La présence de la marine dans les Caraïbes n'a pas diminué, malgré la guerre en Iran. Je pense que tout ça se produit justement à cause de cette guerre, à cause de l'échec de Trump en Iran. Il n'a remporté aucune victoire militaire, n'a atteint aucun objectif. En réalité, c'était une défaite massive, et il a besoin d'un succès rapide. Penses-tu qu'il soit possible que les États-Unis lancent une action militaire contre Cuba, un peu comme ce qu'ils ont fait au Venezuela, ou même quelque chose de plus agressif? Je pense qu'il y a, au sein de l'administration, des gens qui comprennent que ce ne serait pas une victoire rapide, qu'il y a encore, après toutes ces années, trop de personnes qui soutiennent toujours le gouvernement cubain. Bien sûr, beaucoup ne le soutiennent pas, mais il y en a encore beaucoup qui le font. Et il n'y a pas de Delcy Rodríguez qu'on pourrait simplement placer au pouvoir en écartant une seule personne. C'est un gouvernement avec beaucoup de strates, beaucoup de niveaux. Et il se peut qu'il y ait, enfin oui, il y a certainement des plans déjà prévus pour une invasion. J'ai entendu dire que Trump avait déclaré qu'il ne voulait pas de troupes au sol pendant plus de 48 heures. Mais j'ai aussi entendu dire qu'en réalité, il préférait une stratégie d'usure, qu'il voulait laisser le temps faire son effet, qu'ils savent que l'été va être très difficile. Et ils se disent que si tout se passe bien pour eux, la situation pourrait s'effondrer d'elle-même. Ils affirment même avoir encore d'autres sanctions possibles. C'est difficile d'imaginer ce qu'ils pourraient encore sanctionner tellement ils en ont déjà imposé. Oui, mais à mon avis, il y a peut-être une volonté de simplement attendre et de voir comment les choses évoluent. Oui, et ça veut dire que beaucoup de gens risquent de mourir de décès évitables. J'étais avec un ami commun, qui était parti en mission de solidarité pour livrer de l'aide. Il m'a raconté que pendant qu'il était à la campagne, il a eu un abcès à une dent ou aux gencives et qu'il a dû se faire opérer. Bien sûr, à Cuba, on reçoit des soins médicaux de très bon niveau, mais il n'y a pas d'anesthésiant. Donc il a subi l'opération sans anesthésie et il a enduré la douleur la plus intense de sa vie. Et c'est exactement ce que vit le Cubain moyen en ce moment. Oui, Max, la question n'est pas de savoir si des gens vont mourir. Ils meurent déjà à cause de ça. J'ai parlé du doublement du taux de mortalité infantile. Tu sais, Cuba était un pays où ce taux était plus bas qu'aux États-Unis, plus bas que dans les pays riches d'Occident. Et pourtant, le fait qu'il ait doublé aujourd'hui, c'est à cause de ces sanctions. Je connais des gens qui ne peuvent pas obtenir leurs médicaments contre le cancer ou leur traitement pour le diabète. On parle d'environ 60 000 personnes qui ne peuvent pas être opérées en ce moment et beaucoup d'entre elles sont des enfants. Donc non, les sanctions ne sont pas une alternative à la guerre. C'est une forme de guerre et elle tue des gens là, maintenant. Les gens devraient vraiment être révoltés par cette politique. Ils devraient le dire haut et fort, pousser leurs représentants au Congrès à voter pour les résolutions sur les pouvoirs de guerre qui vont être présentées, l'une cette semaine, l'autre probablement la semaine prochaine. Il faut qu'on prenne la parole et qu'on dise clairement que c'est inacceptable. On ne veut pas continuer à tuer des bébés. Et on ne veut pas que des groupes comme le nôtre, qui ont surtout apporté des médicaments et du matériel médical dans les hôpitaux pédiatriques, soient harcelés, intimidés ou même sanctionnés très sévèrement.
simplement parce qu'on essaie de sauver des vies. Et dernière question. À moins qu'Aaron veuille poser ou ajouter quelque chose, pourquoi, selon vous, quelle est la vraie raison pour laquelle l'administration Trump s'en prend à Code Pink, à Hassan Piker et à d'autres qu'elle prévoit de viser avec ce genre de demande d'information, voire de quasi-assignation? Ma théorie, c'est que Cuba a été un prétexte commode pour eux, mais qu'en réalité, c'est une affaire liée à Israël. Tu sais, je pense que tout ça tourne autour de Cuba, parce que ces Américains d'origine cubaine à Miami poussent dans ce sens depuis des décennies. Et oui, certains d'entre eux ont des liens avec Israël, beaucoup leur sont favorables et reçoivent de l'argent de l'AIPAC, mais en réalité, ils ont leur propre agenda. Des gens comme Maria Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Díaz-Balart et bien sûr Marco Rubio. Toute leur carrière, surtout pour ceux qui siègent au Congrès, s'est construite autour d'un seul objectif: renverser le gouvernement cubain. Et ils n'ont cessé de nous attaquer en faisant pression sur le département du Trésor. Ils font pression sur différents secteurs du gouvernement, notamment le département d'État, pour qu'on nous enquête en permanence. Donc je pense que si on regarde à quel point ces gens sont obsédés, on voit qu'ils ont un lobby très puissant. Et il y a aussi un autre lien avec Israël, c'est qu'ils sont inspirés du lobby de l'AIPAC. C'est un groupe plus petit, ils n'ont pas autant d'argent, mais ils sont très bien organisés. Et comme l'opposition, comme nous, n'est pas financée par le Parti communiste chinois, contrairement à ce qu'on prétend, les groupes qui soutiennent le droit de Cuba à sa souveraineté n'ont pas beaucoup d'argent et ne sont pas très bien organisés. Alors ce sont eux qui ont le pouvoir. L'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont nos impôts, des millions de dollars année après année, qui vont à ces groupes de Miami. Ils font tout, depuis la diffusion de radio et télémarty, qui sont bloqués à Cuba, mais pour lesquels l'argent continue de couler chaque année, jusqu'à parcourir le monde pour trouver des médecins cubains mécontents travaillant à l'étranger, afin qu'ils racontent à quel point le gouvernement cubain est mauvais. Donc, c'est un autre lien, tout comme on donne beaucoup d'argent à Israël, on en donne aussi beaucoup à ces groupes cubains de Miami. En effet, l'une des raisons, je pense, pour lesquelles ils ont commencé à obtenir ce fonds occulte, c'est qu'après la baie des cochons, on craignait des représailles. On avait peur qu'ils mènent de véritables attaques terroristes à l'intérieur des États-Unis, à moins qu'on ne leur donne quelque chose à faire pour qu'ils se concentrent à nouveau sur Cuba. Un élément très extrême, très dangereux. Et ils ont mené des actions extrémistes et violentes à Cuba depuis l'époque de la baie des cochons. En fait, José Basulto, de l'organisation Brothers to the Rescue, faisait partie de l'opération de la baie des cochons et a été impliqué dans des activités violentes depuis. Et je me souviens, j'étais à Cuba quand ils ont fait exploser un hôtel et tuer un touriste italien. Ils ont mis une bombe dans la poubelle de l'hôtel, non? Dans le hall d'entrée. Et bien sûr, il y a l'avion de ligne qu'ils ont explosé. Vol Cubana 455. Exactement. 73 personnes tuées, dont toute l'équipe cubaine d'escrime. Et les responsables de ça ont vécu très confortablement à Miami. Posada Cariles, par exemple. Un jour, on a mené une action dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. On a dit, il y a un terroriste qui vit à Miami. On est allé au bureau du FBI à Miami et on leur a dit, vous devez faire quelque chose. Il y a un terroriste ici. On leur a même donné l'adresse. Bien sûr, le FBI n'a rien fait. Alors on est allé chez lui et ensuite on a aussi organisé une manifestation devant le Versailles, le restaurant, où se retrouvent les Cubains américains de droite.
Et oui, nous avons bien été attaqués. Et cela fait des années que nous dénonçons la présence de ces terroristes qui vivent à Miami. Mais bien sûr, ce sont nos terroristes, entre guillemets, nos terroristes. Autrement dit, les terroristes du gouvernement américain. D'ailleurs, José Basulto a même déclaré qu'il avait été formé comme terroriste aux États-Unis. Et pendant les survols qu'il effectuait au-dessus de Cuba, il a dit, je cite, « Nous voulons la confrontation ». Des responsables américains avaient prévenu qu'un jour ou l'autre, les Cubains allaient abattre ces avions. Et bien sûr, c'est ce qui s'est produit. Oui, un avertissement avait été donné à la FAA juste avant que ça n'arrive, et un mois plus tôt, par le principal spécialiste de Cuba de l'administration Clinton. Luis Posada Carrils est mort chez lui, dans son lit, à Miami. Son complice, celui qui a fait exploser le vol 455 de la compagnie cubaine, Orlando Bosch, a été honoré à Miami avec une journée à son nom, la journée Orlando Bosch. Donc, comme vous l'avez dit, il y a bien des terroristes. Vous êtes une combattante de la liberté et vous êtes prise pour cible à cause du travail juste que vous faites pour sauver des vies et pour vous opposer à la machine de guerre. Alors nous vous remercions d'être avec nous à The Grey Zone et j'espère, enfin, je veux simplement que tout le monde prenne conscience de tout ça pour pouvoir vous soutenir. Comment les gens peuvent-ils le mieux soutenir Code Pink alors que vous êtes attaqué par la mafia Trump et le complexe industriel Gusano de Miami? Continuez à faire des dons à notre site d'aide humanitaire pour Cuba, accessible depuis notre site web. Continuez aussi à participer à nos voyages à Cuba qu'on va poursuivre. On pense que c'est vraiment important que les gens continuent d'y aller. On vient justement d'avoir un groupe qui est rentré il y a quelques jours et les participants nous ont dit « Ce sont les gens les plus gentils que j'ai jamais rencontrés. Pourquoi est-ce qu'on leur fait ça? » Alors, continuez le travail. Et puis, comme je l'ai déjà dit, s'il vous plaît, appelez vos représentants au Congrès et demandez-leur de voter pour la résolution sur les pouvoirs de guerre afin d'empêcher une invasion et le blocus naval qui est en cours en ce moment. Très bien. Eh bien, Medea Benjamin de Code Pink, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, ravi d'avoir été avec vous. Au revoir.